Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 8e édition d'Informatique News Hebdo, votre émission, comme son nom l'indique, hebdomadaire, dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour décrypter, analyser et revenir sur l'actualité des semaines passées, je suis en compagnie d'un rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, parmi les nombreux sujets qui étaient à la une cette semaine, un qui a retenu votre attention et qui concerne évidemment très directement nos lecteurs, c'est celui du marché de l'emploi, avec des annonces cette semaine, enfin des études plus exactement en termes de chiffres, à la fois de l'APEC et de Pôle emploi qui annoncent une bonne nouvelle puisque le nombre d'offres d'emploi étant hausse significative. Oui, absolument. Donc, comme on l'indiquait, c'est l'APEC qui, tous les trimestres, fait un point sur l'emploi des cadres, puisque l'APEC, c'est dédié aux cadres, bien sûr. Ça ne concerne que les cadres, et puis Pôle emploi, c'est pour l'ensemble des informaticiens, donc, de l'ensemble des salariés, mais avec un focus particulier sur les informaticiens. Donc, sachant que Pôle emploi, c'est tous les mois, l'APEC, c'est tous les trimestres. Et donc là, les deux coïncident, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a une image un peu plus complète. Et donc, pour ce qui concerne l'APEC, effectivement, alors il y a beaucoup de chiffres, mais on ne va pas en donner. Hein. En gros, c'est que le dernier trimestre a été un trimestre dans lequel il y a eu des offres d'emploi, des embauches en nombre plus important que le trimestre précédent et que le même trimestre de l'année passée. Donc, sachant qu'en plus c'était le trimestre estival, donc pas forcément... Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important, sachant qu'il y a toujours dans les offres d'emploi en informatique, il y a à la fois les informaticiens qui vont dans les entreprises et puis les emplois informatiques. Donc c'est les deux qu'il faut combiner. Alors évidemment, le point négatif le bémol, on va dire. Voilà, de ça, c'est que comme il y a une assez forte demande, ça veut dire qu'il y a une friction qui est également forte. Et il se trouve que donc les emplois de cadres, d'informaticiens de niveau cadre, il y a une contention qui est assez forte et vient en numéro 3, c'est-à-dire qu'en fait les entreprises ont quand même pas mal de difficultés à trouver les bonnes pointures. Donc ça c'est le point qu'il fallait mettre en évidence. Et pour ce qui concerne Pôle emploi, donc la bonne nouvelle, c'est que les catégories A, donc vous savez qu'il y a plusieurs catégories. Donc, catégorie A, c'est le plein temps, et puis après, c'est les offres B et C, c'est à temps partiel. Pour ce qui concerne les offres à temps partiel, il y a eu une réduction assez significative en septembre, donc par rapport au mois précédent, sur les catégories temps partiel. Voilà. Non, sur les catégories à temps complet. À temps complet, pardon. Donc un recul du chômage important. Moins de demande d'emploi sur les catégories A. Voilà. Et donc, en revanche, si on agrège cet ensemble-là avec les offres d'emploi, les chômeurs à temps partiel ou offres d'emploi à temps partiel, on a là, pour le coup, une augmentation. Donc, ça veut dire que, si je résume, pour ce qui est des offres à temps plein, le chômage diminue. Si on agrège tout ça, ça augmente un peu. Donc ça veut dire qu'il y a dans cette idée de transformation numérique et de numérisation de l'économie, je dirais qu'il y a pas mal de... C'est un peu l'ubérisation de l'emploi même, de l'offre informatique qui est en cause et qui est en marche. Et donc c'est une question qu'il va falloir traiter. Alors les deux organismes en fait montrent que pour ce qui est des jeunes diplômés, il y a une forte demande. Là pour le coup, c'est un peu l'inverse pas l'inverse, mais en tout cas, si on prend l'ensemble de la population, bon, on sait que les diplômés, évidemment, sont nettement plus avantagés par rapport à ceux qui n'ont pas de diplôme, mais en plus, dans notre secteur, le diplôme est un élément important, parce que c'est pas seulement le diplôme, c'est aussi l'expertise qui fait partie. Et donc, je dirais qu'avec cette vague de numérisation, de transformation numérique, il y a une forte demande pour tout ce qui est dans le big data, dans la sécurité. Et donc, ça veut dire que la demande pour les jeunes diplômés en informatique est très, très importante. Donc, je dirais que globalement, ça correspond à peu près à ce qu'on sait, à ce qu'on pense, mais c'est une traduction dans les chiffres, et bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. La question, c'est est-ce que l'offre de formation sera suffisante pour répondre à la demande des entreprises? Ça, c'est une question éternelle, mais qu'il faut poser régulièrement. Tout à fait.
Alors, puisque vous parlez de nouveaux métiers et de nouveaux jeunes diplômés, je fais la transition vers le cloud hybride, qui est évidemment aussi un des secteurs à la mode sur lequel j'imagine les compétences ne doivent pas être un peu compliquées à trouver. Et tout ça pour parler de grandes manœuvres en cours sur le sujet, puisque évidemment, il y a déjà des acteurs en place. Et l'annonce de la semaine, de la semaine dernière d'ailleurs, c'était un rapprochement entre Cisco et Google, un peu la carpe et le lapin, vu de loin finalement, sur cette problématique de cloud hybride. Alors effectivement, il y a vraiment, donc ça fait déjà plusieurs années que tous les analystes nous expliquent que le cloud hybride, ce sera pas la solution finale, parce que ce serait quand même une appellation un peu tragique, mais en tout cas, c'est vraiment la tendance majeure qui va s'imposer, sachant que le cloud public, il y a eu un emballement, évidemment, avec Amazon, mais semble trouver ses limites. Son palier, oui. Beaucoup de raisons. Et donc cette notion de cloud hybride a tendance à s'imposer, sachant que, évidemment, ce qu'il faut, c'est donner la possibilité aux entreprises de le gérer de manière très, très fluide. C'est-à-dire qu'en gros, à la fois les applications et les données qui sont soit dans le data center, soit sur le cloud, donc le cloud privé de l'entreprise, ou éventuellement le cloud public, se fassent de manière extrêmement fluide. Et donc ça veut dire que les trois grands acteurs, on mettra IBM un peu de côté, mais les trois grands acteurs du cloud qui sont donc Amazon avec AWS, qui sont Google et Microsoft et Azure proposent des solutions qui le permettent. Alors Microsoft, c'est un peu son monde à lui. Oui. On a d'un côté Azure et de l'autre Azure Stack. Donc Azure Stack, finalement, c'est la pile logicielle avec des partenariats avec les grands fournisseurs de serveurs, donc Dell, HPE, etc., qui permet de construire un cloud sans couture, en interne et donc d'avoir ce cloud hybride. On a Amazon qui est assez fortement engagé depuis le début avec VMware, le champion de la virtualisation. Et là, c'est donc Google avec sa Google Platform qui s'est associé avec Cisco. Donc pour cette solution un peu, comme vous le disiez, sans couture, donc Google, c'est l'éditeur de Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est l'orchestrateur de conteneurs. Et puis Apigee, donc Apigee, c'est la société qu'ils ont racheté il n'y a pas très longtemps, donc pour la gestion des API. Donc ça, c'est Google d'un côté, et puis Cisco, c'est toutes les solutions de réseau. Et donc l'association des deux fait que ça permettra à une entreprise qui s'engage dans cette notion de cloud hybride chez Google d'avoir cette solution assez transparente. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des grandes manœuvres qui sont en train de se mettre en place. Et alors il y a même d'autres acteurs qui sont, on en a cité quelques-uns, mais on a rencontré Nutanix cette semaine, et Nutanix a également des partenariats avec Google. Donc tout ça est en train de se mettre en place, et c'est loin d'être terminé. Bon, ce qui est sûr, c'est que les derniers chiffres de Synergy, le Synergy Research, le cabinet, montrent que AWS a encore un peu d'avance. Mais je dirais qu'avec cette évolution vers le cloud hybride, les choses pourraient éventuellement... Les cartes peuvent se redistribuer ? Un peu redistribuer, oui. Très bien. Écoutez, on surveillera avec attention l'évolution des chiffres. En attendant, on parle d'un autre marché qui, lui, évidemment, explose, c'est celui de la cybersécurité. Avec les prévisions d'IDC, alors les prévisions, c'est bien connu, n'engagent que ceux qui les lisent, mais bon, quand même, les chiffres sont quand même significatifs. Oui, alors effectivement, pourquoi on en parle ? Parce que la sécurité, on en parle quasiment toutes les semaines. On a un épisode à raconter. Mais en fait, pourquoi on en parle ? C'est parce que IDC a revu ses prévisions, donc comme vous disiez, qui n'engage que ceux qui lisent, mais néanmoins, c'est son métier, et qui a révisé ses prévisions à la hausse, mais de manière assez singulière, puisqu'on est passé en... Alors, on va donner des chiffres, mais il faut essayer de comparer les grandes masses. On est à 120 milliards de dollars si l'ensemble des produits de sécurité, donc ça veut dire les logiciels, les matériels quand c'est des appliances, et puis les prestations de services. Et tout ça, ça fait 120 milliards. 120 milliards en 2021. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça représente quoi ? Donc, ce qu'il faut, c'est de le comparer en rapport avec d'autres marchés. Bon,
la première chose, c'est qu'ils avaient prévu au départ, il y a quelques temps, ils étaient à 100 milliards, on est à 120 milliards. Oui. Donc c'est quand même, et on le voit bien, hein, 20% de croissance. tous les fournisseurs de sécurité qu'on rencontre, ils ont plutôt une activité qui est en forte croissance. Donc 120 milliards, à quoi on peut le rapprocher? Par exemple, si on prend le marché des serveurs, c'est 50 milliards à la louche, 50 milliards par an. Donc c'est beaucoup. On n'est que dans le hardware, mais enfin quand même. Maintenant, si on prend l'ensemble des dépenses informatiques et télécommunications dans le monde, puisque là il s'agit du monde, on est en 2017 à 3 500 milliards. Donc si on compare, vous voyez, c'est quelque chose, on est à 2, c'est pas, en soi c'est important, mais c'est pas considérable, puisqu'on est à 2-3% de l'ensemble des dépenses qui sont affectées à la sécurité. Et il est vraisemblable que, vu ce qui se passe, hein, puisque la semaine dernière, il y a encore eu une vague... Un avatar de NotPetya voilà, qui est arrivé et à des dimensions, à des échelles considérables. Il n'est pas impensable de dire que 2-3% vont certainement devenir 3-4 ou peut-être 4-5 même plus. Donc. Et alors, dernier chiffre, parce qu'on ne va pas noyer nos lecteurs de chiffres, mais 120 milliards pour la sécurité. Si on prend ce qu'on appelle Enterprise Software, donc tout le logiciel pour les entreprises, c'est 350 milliards en 2017. Donc vous voyez, c'est quand même... C'est déjà plus proche de 10%. Vous voyez, c'est important. Donc bon, la sécurité à le vent en poupe, c'est bien pour les fournisseurs de sécurité. C'est peut-être un peu moins bien pour un peu moins bien pour les entreprises, mais en tout cas, malgré tout, elles sont bien obligées de faire face et de le faire de manière de plus en plus précise et sérieuse, parce que sinon les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Puis on va le redire, mais avec l'arrivée de la GDPR, ça remet encore une petite couche sur le sujet. Autre sujet c'est pas un sujet de la semaine, là pour le coup, c'est un sujet plus sur les mois à venir, c'est une tendance que vous vouliez mettre en avant, c'est la volonté des investisseurs d'aller sur le marché de l'intelligence artificielle avec un certain nombre de levées de fonds significatives sur le sujet. Oui, alors bon, c'est pas une surprise, hein, je dirais que tous les fournisseurs que nous rencontrons aujourd'hui font des annonces en intégrant de l'intelligence artificielle. C'est un côté un peu buzzword d'ailleurs. Voilà, donc il y a eu effectivement, il y a eu des moments, il y a eu des époques, c'était le cloud, il y a eu avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les un peu plus anciens, c'était le client-serveur. Le client-serveur, dans les années 2000, ça nous a occupé. Une bonne décennie, sinon pas plus. Donc là, on est dans l'intelligence artificielle, mais enfin, ça correspond vraiment à quelque chose de concret. C'est vraiment une nouvelle vague, puisque c'est pas nouveau, hein, on en parle depuis plus de 50 ans, mais là il se trouve qu'il y a vraiment des développements concrets et réels. Et là, c'est une étude de Serena Capital, donc une société d'investissement, qui montre que les investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle en Europe ont bondi en 2016 par rapport à 2015, et on est proche des 800 millions d'euros d'investissement, donc ça commence à devenir quelque chose de significatif. Et si on prend le classement des pays, c'est l'Angleterre qui est assez loin devant, puisque ça représente quasiment la moitié des investissements. La France est en deuxième avec un peu plus de 200 millions, donc assez loin derrière, et vient en troisième juste derrière l'Allemagne. Donc je dirais que les trois pays principaux de l'Europe, dans un peu tous les domaines qu'on a l'habitude de commenter, ce sont les mêmes, mais là, en l'occurrence, le Royaume-Uni est assez loin devant. Et donc cette tendance qu'on mesure en 2016, il est quasiment évident qu'elle va se prolonger en 2017-2018 avec des réalisations. Et sachant que pour l'instant, en fait, les investissements qui sont les plus importants, c'est dans ce qu'on appelle l'amorçage et les early stage. Donc ça veut dire qu'on en est au début. Donc ça veut dire que, parce qu'on parle là on parle de quasiment 300 sociétés. Donc si vous faites près de 800 millions et 300 sociétés, c'est quelques millions par société. Donc je ne veux pas dire que c'est du saupoudrage, hein, non, mais c'est de l'amorçage précisément. C'est-à-dire que on met des graines, et puis après, quand on arrivera aux séries B, C, D, là ce sera des dizaines, voire des centaines. Donc on en est au début, mais c'est quand même un phénomène qui est à la fois significatif et qui devrait se prolonger. Très bien, écoutez, on en reparlera lors des prochaines, justement, on parlait de ces investissements série B, série C.
sera évidemment l'occasion d'y revenir. En attendant, pour conclure, on met comme d'habitude un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors, cette semaine, c'est plutôt un coup de gueule, puisque un de nos lecteurs a attiré notre attention sur Orange et son offre Business Services, puisque ce lecteur, étant voulant faire l'acquisition d'une Apple Watch, s'est rendu compte que Orange Business Services, qui est quand même le leader Internet des objets, n'est pas capable de gérer les nouvelles Apple Watch cellulaires. Je crois que vous avez à peu près tout dit. Effectivement, ce qui est quand même assez incroyable dans cette histoire, c'est que Orange et Orange Business Services se présentent un peu comme le champion de l'Internet des objets et a priori n'est pas capable de gérer, pour cette offre business, de gérer l'Apple Watch. La dernière version, c'est celle qui est indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un iPhone pour se connecter au réseau. Comme Inspecteur Gadget, on peut téléphoner. Voilà. Donc on peut le faire avec, mais non, si on a une offre OBS, non, ça c'est pas possible. Alors que quand on a l'offre particulier Soch, qui est l'offre low cost, low cost, c'est possible. Donc alors peut-être que pour Orange Business Services, l'Apple Watch, c'est encore un épiphénomène, mais enfin c'est quand même un peu étonnant que ne serait-ce que pour une question d'image, parce que franchement. Oui, en plus évidemment, on le rappelle, mais le prix des abonnements de nos lecteurs n'est pas tout à fait le même chez Soch que chez Orange Business. C'est sûr. Donc c'est forcément. Bon, donc ça veut dire encore chez Orange. Orange c'est diversifié, fait de la banque, fait tout un tas de choses, fait des contenus pour Internet, etc. Mais bon, il faudrait qu'ils n'oublient pas qu'ils sont aussi un opérateur télécom. Eh ben, merci Eddy pour ce coup de gueule. Évidemment, les équipes d'Orange sont les bienvenues pour réagir et nous fournir les informations nécessaires pour qu'on comprenne un petit peu mieux les enjeux. En attendant, ce que je vous propose, c'est de suivre notre émission hebdomadaire, elle aussi, l'invité de la semaine, puisque cette semaine, nous recevons le directeur général de ServiceNow France. Donc, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne YouTube ou sur notre site. Vous pouvez consulter l'émission dans la foulée. En attendant, je vous propose une excellente semaine et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. Très bonne semaine, merci.